Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que devenait votre animal après sa mort? Alors aujourd'hui, dans cet épisode spécial interview de La mort autrement, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Dallet, qui a créé Home Animal, et on va parler ensemble de communication animale. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir perdu un animal, et peut-être que vous vous êtes posé ce genre de questions. Est-ce qu'il est en paix maintenant? Où est-il? Que fait-il? Sans jamais vraiment savoir comment formuler cette question tout haut, vers qui l'adresser, et aussi peut-être que vous vous êtes trouvé sans espace pour parler de ce deuil, de votre tristesse. Parce que finalement, l'entourage ou la société prend ce deuil un peu moins au sérieux qu'un deuil humain. Alors j'avais déjà abordé ce sujet dans un épisode il y a un peu moins d'un an, consacré au cimetière animalier avec Delphine Simon Dumarchat. Donc si ce thème vous parle, je vous invite à aller le regarder en complément de cet épisode et je vous mets le lien juste en dessous. Maintenant, on va faire connaissance avec notre invité et je remercie tout de suite Anne-Laure d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Marilyn, au plaisir de faire partie de l'aventure. Ben oui, merci beaucoup. Et c'est tellement important ce qu'on va aborder, c'est tellement important et si peu abordé que je suis ravie qu'on puisse partager à ce sujet. Donc, on va commencer parce que tout le monde ne te connaît pas forcément sur La mort autrement. Tu as ta communauté, tu as les personnes qui te connaissent, mais sur La mort autrement, c'est peut-être pas le cas. Alors, parle-nous de toi, qui es-tu? Et ben, sans surprise, Anne-Laure Dallet. Jusque-là, ça se tient, il n'y a pas de pseudo, il n'y a pas d'identité autre. Au moins, comme ça, quand on m'appelle, je me reconnais, c'est l'avantage. Ouais. Et puis donc communicatrice animalière professionnellement depuis 2014 déjà. Mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir commencé presque hier parce que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas d'habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses, à chaque fois, je découvre des nouvelles logiques, des nouvelles émotions qui viennent de la part de ces animaux. Donc, je fais vivants et défunts. Là, on parlera aujourd'hui des défunts, justement. Et en fait, quand j'ai commencé, pour moi, on était dans le monde des humains. Et de temps en temps, il y avait les animaux qui se greffaient dessus. Et ce que j'ai très vite appris, c'est qu'en fait, il y a le monde des humains, oui, mais il y a le monde des animaux avec leur spiritualité aussi à eux. Et les deux, en fait, se superposent constamment. Mais il n'y en a pas un qui est majoritaire par rapport à l'autre. Il n'y en a pas un qui est supérieur à C'est l'autre, ça. comme on a tendance à le penser parfois, Voilà. malheureusement. Et comme tu Mais dis, alors du coup, comment... ça se ressent sur Ouais, l'au-delà animalier qui est beaucoup plus mis sous le tapis. c'est ça. Et c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse en parler un peu plus en détail maintenant. Et du coup, mais si on revient un peu plus tôt, comment ça t'est venu par rapport à ton enfance? T'as toujours eu cette sensibilité-là, ce contact-là avec cet autre monde et les animaux d'ailleurs? Oui, alors en fait, de par une opération que j'ai eue vraiment toute petite, hein, j'avais même pas un an puisque j'étais née avec une dysplasie de la hanche, donc en gros j'avais une patte de travers. Mes parents m'ont Ce qui opérée, arrive souvent aux animaux. oui aussi, aussi. Et quand je me suis faite opérer, alors il paraît que les enfants n'ont pas de souvenirs avant leurs 3 ans à peu près. Moi, j'ai toujours eu ce souvenir-là, alors très court, hein, lors d'un flash de quelques secondes, mais où j'avais une vision au-dessus d'un bloc opératoire, donc vraiment juste à côté des grandes lampes, et où je voyais comme ça une table d'opération avec 4-5 personnes, donc de l'équipe chirurgicale, qui étaient rassemblées sur une demi-table. Et voilà, et c'est tout. Mais en grandissant, voilà, cette image est restée, mais je ne savais pas à quoi l'associer. Et c'est plus tardivement, quand, je sais pas, vers l'adolescence, quand j'ai commencé à entendre parler de mort imminente, enfin voilà, le sujet commençait à prendre un peu au public. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'image que j'ai eue. Alors, j'ai peut-être pas fait une expérience de mort imminente, Mmh. mais au moins une sortie de corps, parce que tout prenait sens. C'est-à-dire, pourquoi il y avait Ouais. que la moitié de la table d'opération et pas la table en entier? Parce qu'à moins d'un an, j'étais toute petite.
Et donc, quand on a mis un peu le doigt là-dessus, avec mes parents, on a décidé de retourner à la clinique en question pour récupérer un peu le dossier médical. Et il s'avère que malheureusement, la clinique n'existait plus, elle avait été réhabilitée en autre bâtiment. Donc, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, il y a toujours eu ce contact très favorisé avec les animaux et aussi cette vision de l'autre côté, de ce qui se passe de l'autre côté du voile, donc les défunts, que ce soit humains ou animaux. Mais pour ma part, voilà, j'occulte les défunts humains, ils restent en dehors. Chacun son monde. Voilà, je n'en veux pas, ils ne sont pas les bienvenus. Tu avais des intuitions, des choses comme ça aussi dans ton enfance? Tu avais Ouais, ouais, ouais. des pressentiments, des choses comme ça, des ressentis? Ouais, beaucoup des impressions déjà vues, Ouais. une très bonne intuition aussi sur les personnes. Et alors, en plus, je suis quelqu'un qui est plutôt à me dire, non, je laisse la chance quand même aux personnes, donc à me dire, ah, j'ai une mauvaise intuition sur telle personne, mais non, allez, j'y vais quand même, on verra. Et puis, bah, à chaque fois, mon intuition me donnait raison. Bon, tant pis pour la tête, parce que du coup, je me faisais taper un peu sur les doigts. Ouais. Mais ouais, beaucoup d'intuition, beaucoup de proximité spontanée avec les animaux, à tel point que le premier souvenir que j'ai en communication intuitive comme ça avec un animal, c'était vers mes 7-8 ans, où mes parents m'emmènent à Clermont-Ferrand parce qu'on va passer 2-3 jours de vacances et en même temps, eux vont gérer des problématiques de transmission, d'héritage, etc. Donc, ils me disent, écoute, toi, ça t'intéresse pas. Il y a, voilà, il y a le chien, donc le chien du monsieur en question. Ils me disent, bah, il y a le chien, il est dans la fourgonnette dehors, mais tu n'y vas pas, tu as le droit à jouer partout dehors, sauf là. Bon, bah, moi, en grande amoureuse des animaux, j'ai retenu qu'une chose, c'est qu'il y a un chien. Donc, forcément, tout le reste ne m'intéresse pas. Je vais à proximité du chien. Et ce chien, en fait, effectivement, sa niche, c'était la fourgonnette de marché que le monsieur utilisait. Et en fait, systématiquement, même des personnes que le chien connaissait pourtant, quand ces personnes essayaient de l'aider à décharger ou à recharger la camionnette pour le marché, et bien, systématiquement, il se faisait grogner dessus, mordre, etc. Et je me rappelle très bien être arrivée proche de cette fourgonnette et que le chien, au début, ne me calculait pas. C'est-à-dire, je me mettais devant et lui, il était là, essayer de se pousser à droite, à gauche. Tu me gênes un peu la vue, pousse-toi. Et je le voyais vraiment avec comme un uniforme militaire, très en place. Voilà, je tiens bien debout et je campe. Et bah, tellement j'arrivais pas à le caresser, je dis excuse-moi, enfin spontanément je dis est-ce que tu permets que je monte et que je me rapproche de toi pour te caresser. Et là il s'est mis à me regarder et j'ai entendu, bah, c'est la première fois qu'on me demande de passer la frontière. Et en fait, quelques temps après, je sais pas si ça a duré 10 minutes ou un quart d'heure, donc moi j'avais réussi à monter dans la fourgonnette, je faisais des grosses papouilles, on était voilà, in love tous les deux. Et là j'ai l'image où je vois mes parents arriver en courant, oh là là, sauf qui peut, sors de là. Et non, tout s'était très bien passé. Alors maintenant évidemment le chien n'est plus de ce monde, bon, son gardien non plus, mais à la connaissance du gardien, en tout cas, ça avait été la seule fois où il avait accepté que quelqu'un rentre dans cette intimité-là pour lui. Donc ça remonte un petit peu, ouais. Mais du coup, tu as grandi avec cette conscience-là de pouvoir sentir ou évoquer, parler avec des animaux. Mais voilà, par rapport à ton entourage, est-ce que c'était facile d'aborder le sujet? Est-ce que c'était compris? Comment tu l'as vécu? Alors pas du tout. Parce que déjà de cette histoire-là, quand mes parents, après, quand on est reparti dans la voiture, ils disaient, ah, mais t'es sûr, il t'a pas mordu, il t'a pas pincé, tout va bien? Et je leur disais, bah non, non, non. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je leur ai expliqué. Et là, ils m'ont dit, oui, bon, n'en parle pas, ça n'existe pas, et si tu continues, on va t'enfermer. Voilà, c'était un peu le topo. Et je me suis dit, bon, ok, ce sont mes parents, donc ils veulent mon bien, donc s'ils me mettent en garde, c'est vraiment, ça n'existe pas. Je leur fais confiance, en fait, tout bêtement. Donc j'ai mis ça de côté.
Et puis bah, quand on ferme la porte et que ça doit arriver, ça passe par la fenêtre, hein, donc, donc ça a mis quelques Bien temps. sûr. Et je crois que c'était en 2000, je sais plus, c'était l'année où il y a eu aussi les attentats du 11 septembre. Je crois que c'était 2001. 2001. Ouais. Ouais. Et 2001, là, ça a commencé vraiment à revenir parce que 3 décès qui sont survenus coup sur coup, donc 2 qui m'ont profondément marqué, ma grand-mère paternelle et mon chien, qui était mon meilleur ami. Donc là, ça a été compliqué. Et puis bah, de là, ça a commencé à revenir. C'est-à-dire que mon chien n'étant physiquement plus là, je l'entendais quand même aboyer de temps en temps. Ou je voyais une masse vaporeuse, mais noire, qui correspondait à sa taille, qui passait. Donc il y a eu plusieurs petites choses comme ça. Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. Donc même avec tout ça, quand on m'a dit à un moment donné, on m'a pris entre 4 yeux, on m'a dit bon, t'es médium. Non, non, non. On m'a dit si, toi t'es médium. Ah non, pas du tout. Non, mais tu entends et tu vois des choses. Oui, mais c'est parce que c'est mon chien. Enfin, vraiment, j'étais cloisonnée dans ma tête parce que cursus en plus de scientifique, donc avec vraiment le rat de laboratoire où on prouve que A plus B égale C. Donc ça a été Pour toi, un petit c'était peu pas possible, ça compliqué, ouais. n'existait pas, voilà, ça n'existait pas malgré tes expériences. Oui, Pour toi, tu restais enfermé sur le côté ça ne s'explique pas, c'est pas scientifique, donc ça n'existe pas en fait. c'est ça. Ok. Je ne Alors, crois que ce que je vois, mais en fait, j'en suis revenue parce qu'effectivement, je voyais quand même des choses. Donc, voilà. Comment du coup t'as basculé de cette vie qui était devenue, on va dire, normale, avec notre prisme normal d'un métier classique, scientifique, à ta pratique aujourd'hui? Enfin, comment tu as réussi déjà à passer de l'un à alors, l'autre? il y a eu tout un cheminement, hein. Ça s'est pas fait bim du jour au lendemain. Il y a eu plusieurs autres expériences qui sont venues un petit peu de manière exponentielle. Et vraiment, la grande bascule, ça a été quand j'ai dû faire piquer mon premier chat. Et en fait, le deuil, alors moi j'ai un rapport à la mort qui est un petit peu particulier, puisque je trouve ça plutôt doux, et pour moi ce n'est qu'un passage, il n'y a pas d'arrêt. Et du coup, le deuil a été pas très compliqué en réalité à vivre. En plus, c'était quand même un chat qui était très indépendant, donc pas très très câlin, etc. Donc déjà, en fait, physiquement, il y avait ce détachement qui existait au quotidien. Et j'ai repris une minette, donc même pas une semaine après, me voilà en train de rechercher sur Internet SPA, donc toutes les SPA, je dis allez, je ratisse large, les urgences, les rebuts, enfin les sauvetages, tous ceux dont personne ne voulait. 3 pages sortent, et puis première page, j'ai un méga coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur comme ça pourrait exister, mais plutôt avec un humain. Mais là, vraiment, je vois la photo et je sais que c'est elle. Et je regarde et SPA de Guadeloupe. Bon, pas de bol, j'avais pas pensé au dom-tom. Donc je me suis dit, ça fait un petit peu loin. Et puis dans mon entourage, pareil, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller chercher un chat aussi loin? Il y en a tellement d'autres plus proches, etc. Donc je me mets bien en tête de me dire, ok, ça sera a priori pas elle, mais j'en avais 2 autres potentiels qui pouvaient correspondre sous le coude. Donc je fais un petit périple dans la France à aller voir les 2 autres. Et les 2 autres, ça se passe extrêmement mal. C'est-à-dire que à la fin, j'en suis venue à me dire, en fait, il y a eu un tel coup de cœur avec la première que quand je me suis présentée auprès des autres, il y avait marqué réservé sur mon front. Et les autres l'ont senti. Parce que je voulais pas grand-chose, moi, je voulais juste un chat qui soit sociable. Voilà, je voulais pas avoir un chat peureux, qu'il faille travailler au quotidien avec lui, etc. Et à tel point qu'il y en a un, je rentre, fou, il file comme une fusée, s'agripper au plafond du grillage de la chatière, de la chatterie, pardon. Donc je me dis, ok, là c'est net. L'autre, je m'installe par terre tranquillement, j'attends qu'il vienne pour me renifler. Il arrive devant moi sereinement, et puis d'un coup, il vrille, il se met à me griffer, à me labourer l'avant-bras.
Donc, même la bénévole, elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Ah oui, je sais. Je crois savoir. Et l'univers qui fait très bien les choses, en plus, dans le peu de contacts que j'avais dans mes contacts justement une personne qui était bénévole à RASP de Guadeloupe et qui faisait famille d'accueil. Donc elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, moi je te la prends en famille d'accueil le temps qu'on règle les papiers, qu'on prépare le transfert, et puis quand c'est bon, tu la récupères. Donc ça a commencé comme ça, et cette Minette, elle était décrite donc comme hyper sociable. Elle m'avait dit, oh tu verras, elle adore jouer, elle adore les câlins, vraiment le chat, enfin bon pépère. Et quand je l'ai récupérée, alors les 2 heures de route qu'on a dû faire ensemble, elle avait sa petite patte qui traversait la boîte de transport et qui m'agrippait le doigt. Donc là, moi, ça y est, c'était foutu, j'étais in love. Mais après, elle correspondait pas du tout à ce que ma contact avait dit. Elle me disait, bah voilà, elle fait ça, elle fait ça. Moi, je me dis non, pas du tout. Et donc, en me renseignant, de fil en aiguille, je commence un peu à savoir ce qu'il en est. On me dit non, il n'y a pas de trouble de comportement. Alors, on avait découvert qu'effectivement, elle avait dû être maltraitée au tout début de sa vie, mais ça n'expliquait pas ça. Même les jeux, en fait, quand je lui lançais une petite balle, elle restait assise et regardait la balle, et puis j'avais un regard noir après, genre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je trouve ça drôle. Bah oui, parce que j'avais vraiment l'impression de me faire engueuler, hein, mais encore aujourd'hui, régulièrement, elle m'engueule. Parce que je suis la bonne esclave qui doit agir au doigt et à l'œil. Et donc, de là, je me dis, ok, comportement inexplicable. Pourtant, on voit qu'il n'y a pas un souci de ce côté-là. Elle mange bien, elle est en bonne santé. Et donc, je demande là encore à l'univers, à mes guides, je demande à rencontrer la personne qui me permettra de comprendre. Et en fait, de là, je découvre très rapidement après que la communication animale, c'est quelque chose qui a priori existe. Alors, moi, quand même, avec ma déformation professionnelle de scientifique, je me dis, a priori, ça existe, mais à moi, on ne me la fait pas. Donc, je teste dans un premier temps. Et là, en fait, ce qui ressort est bluffant. C'est-à-dire que la personne me dit, oui, il ne faut pas agrandir la famille, elle n'est pas prête à ça. Et je me dis, mais comment elle sait que je voulais en adopter un deuxième? Enfin, j'en ai parlé à personne, je l'ai écrit nulle part. De toute façon, la Minette, elle ne sait pas lire. Donc, il y avait vraiment des infos comme ça qui n'étaient pas prévisibles. Et c'est de là où, en fait, petit à petit, ça m'a mis sur le chemin de la communication animale. Moi qui pensais plutôt faire mon métier d'énergéticienne, praticienne et enseignante Reiki, etc., finalement, non, j'ai eu beaucoup plus de demandes pour la com animale, et du coup, voilà, c'est devenu mon gros pilier, en tout cas, à l'heure actuelle, et puis je pense ne pas l'arrêter tout de suite. Et par rapport, j'avais pu voir dans ton parcours une rencontre qui avait été importante en 2014 dans ta pratique. Je ne sais pas si tu veux en parler, est-ce que ça a changé? Parce que 2014, tu étais déjà, tu pratiquais déjà Oui. des soins, des consultations à ce moment-là? Oui, ça existait déjà. Et en fait, quand à un moment donné, j'ai eu des personnes qui me disaient « Ah, mais c'est génial !» Parce qu'au tout début, je faisais ça vraiment en mode dilettante. C'est-à-dire, j'étais énergéticienne, et si on me demandait de la com animale, je le faisais volontiers comme ça. Et puis à un moment donné, les personnes m'ont dit « Non, mais c'est tellement probant, on est tellement content, on veut te rémunérer. » Je dis, bah oui, mais enfin, l'URSSAF, moi, ils sont pas au courant de ça. Donc, laissez-moi faire le changement quand même. Donc, j'ai fait le changement. Et puis, de fil en aiguille, là encore, ce sont des consultants qui m'ont dit, on est tellement contents, maintenant, on aimerait que tu nous apprennes. Et là, pour moi, c'était un step supplémentaire où, même si ça se voit pas forcément, je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi dans la vie. La seule chose dont je suis sûre, c'est de la com animale. Voilà, ça en tient à peu près à ça. Et là, je leur dis, ouais, enfin, vous me demandez quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc là encore, j'en viens à demander à mes guides d'avoir un feu vert ou un feu rouge si je dois ou ne dois pas me lancer dans l'enseignement
Je crois que c'était dès le lendemain, j'ai une personne que je connaissais qui me dit ah, t'as vu, il y a Leila Del Monte qui passe animer un stage de com animal pas loin de chez toi dans 2 mois. Et Leila Del Monte, voilà, c'est un des grands noms qui sont connus dans ce domaine-là de la com animal, puisque ça a été une des pionnières dans le domaine. Et je me dis, ok, ça sent le verdict. Je ne sais pas si ça sera vert ou rouge, mais en tout cas, je m'inscris. Je m'inscris et alors je crois qu'il y a toujours un peu ce filtrage qui est fait. À l'époque, en tout cas, c'était le cas. C'était si la personne faisait déjà un peu de la com animale, en gros, c'était pas la bienvenue. Et moi, je sais pas pourquoi, comment, je joue franc jeu comme d'habitude et du coup, je dis ce qu'il en est et je passe quand même, en tout cas, Le barrage, les filtres. Donc on me dit ok, vous pouvez vous inscrire, etc. Et arrivé au stage, alors c'était en présentiel à l'époque, je crois qu'elle le fait plus, et on était quand même une 60aine. Voilà. Donc ce qui n'était pas rien. Et du coup, forcément, les 2 jours se passent. J'ai pas le temps de parler avec elle, ne serait-ce que 5 minutes. Et bon, je me dis bah ok, j'ai pas mes réponses. Peut-être que ça m'apprend des trucs, j'en sais rien. Parce que finalement, le protocole qu'elle avait donné correspondait au protocole visuel que moi j'avais eu par mes guides. Mais j'avais eu 3 protocoles différents en fait. J'avais eu visuel, auditif et ressenti. Donc le chemin était le même, c'était juste les points de repère qui changeaient. Et je me dis, bon, en tout cas, le protocole est globalement le même que celui que j'avais eu moi pour les personnes visuelles. Donc, bon, ça semble OK, mais c'était pas un OK clair. Moi, j'aime bien quand Lao, il me donne les infos claires. Et de là, je me dis, bon, je prends mes affaires, je suis prête à reprendre la route et je veux juste aller lui dire au revoir quand même et merci du stage. Bon. Et je fais la queue un petit peu comme tout le monde pour aller lui dire au revoir. Et là, j'ai une nana, parce que j'avais mon téléphone dans les mains pour faire le GPS, et là, j'ai une nana qui, au moment où c'est à moi de parler avec Leila, elle me prend le téléphone des mains et elle me pousse dans les bras de Leila, elle dit, vas-y, mets-toi là, je vais vous prendre en photo. Et alors, voilà, je reste pantois. Et du coup, Leila me prend comme ça sous épaule. Et le temps que la personne en fait trouve du coup à comment trouver l'appareil photo, parce que, et puis en plus je lui dis mais si tu veux je te mets... non, je vais me débrouiller. Je me dis ok, bon. Et puis Leïla, elle sent qu'il y a une petite gêne et elle me dit est-ce qu'en attendant tu as une question à me poser? Je me dis là c'est le moment. Et je dis en fait voilà, je fais déjà de la com animale. J'ai des personnes qui me demandent à aller plus dans le cursus, mais moi j'ai peur d'avoir une déontologie trop stricte. Et en fait c'est ça ce qui me bloque. Elle me dit vas-y, ta déontologie c'est quoi? Et je commence à lui énumérer un peu tous les points, comme quoi il faut l'accord du gardien attitré, que je fais pas à la demande de n'importe qui, etc., etc. Et elle a un petit sourire en coin, elle me dit mais tu sais ta déontologie, j'ai la même. Et du coup là c'était le gros feu vert. Pile à ce moment-là, la personne a réussi, elle peut prendre la photo, merci, au revoir, et puis voilà. Mais en tout cas, chouette confirmation de là-haut à travers Leïla. Ça t'a fait, ça t'a donné la légitimité dans ce que tu faisais, confiance en toi et aller plus loin, c'était pour toi l'autoroute en fait. Disons que ça a été vraiment le feu vert. Parce que la légitimité, le syndrome de l'imposteur, je me le suis trimballé quand même les 7 premières années. Je connais. C'est à chaque fois, et même encore maintenant, il y a des fois, ou même en consultation, j'ai des informations qui arrivent et sur le coup, je suis pas sûre, mais je les donne. Et en fait, c'est les personnes qui après me disent, alors quand je dis après, ça peut être soit après dès le lendemain si c'est en compte rendu ou dans les secondes qui suivent si c'est par téléphone, mais qui me disent ah oui, mais ça j'en ai parlé à personne ou comment vous savez ça? Moi je le sais pas, c'est l'animal qui me donne. Moi je suis pas devin, je suis juste le poste de radio qui va capter les fréquences de ce que dit l'animal, de ce que donne comme information l'animal, et je transmets au gardien. Et t'as jamais eu, tout à l'heure tu parlais de ta grand-mère et du coup et de ton animal qui sont décédés donc au même moment, enfin rapprochés. T'as jamais eu de contact avec des humains décédés? C'est vraiment plus toi le monde animal?
Alors les humains, ça m'arrive, mais je n'en veux pas. Voilà. Ah, c'est toi c'est toi Ouais, qui ouais. leur dis: «Allez voir ailleurs», c'est ça? Ouais, ouais, ouais. OK. Non, non, Et c'est pourquoi pas quelque c'est chose tu te qui sens m'intrigue. d'accord, Non, OK, bah, en fait, déjà, il y en a tellement qui font ça bien que moi, c'est ouais. pas un domaine qui m'intéresse. D'autant que je sais que j'ai mon grand-père paternel, du coup, qui était donc le mari de ma super mamie. Je sais que ce grand-père-là, il est dans le bas astral parce qu'il a fait des trucs pas très très jolis jolis de son vivant, mais forcément là pour l'instant il est en train de régler tout ça. Mmh. Mais ça m'est arrivé d'avoir des contacts avec mes deux oncles. J'ai deux oncles qui étaient ce qu'on appelle des âmes sœurs, c'est-à-dire que vraiment des âmes de la même fratrie et qui cheminaient ensemble d'incarnation en incarnation, qui sont morts du coup à 6 mois d'intervalle. Bon, bah, j'ai eu contact avec les deux. Donc, où ils m'ont gentiment dit, bah oui, gère-nous, aide-nous à passer. Et puis, ouais, bah Mmh. super, merci. Et puis, donne les infos à un tel et un tel. Ouais, ouais. Oui, Quand parce on a que une en fait, famille un peu c'est un fermée. peu le ouais, mais c'est un peu le sentiment que j'avais, c'est que quand on a cette sensibilité-là, choisir, l'un ou l'autre, ça peut être des fois un peu complexe. La frontière, quand on a cette sensibilité, cette ouverture, on peut vite être sollicité, par l'un ou l'autre en fonction, bah, du besoin de l'autre côté ou, des messages à transmettre et c'est vrai que, moi, si tu as cette capacité de dire, «Non, c'est bon, allez Ouais, voir» et je pense qu'à un moment donné, tu es repérée, de l'autre côté ah oui, comme, oui. la référente de tel domaine et voilà, je pense qu'après à un moment donné, on est aussi peut-être pas étiqueté, ce que je veux dire de l'autre côté, mais c'est qu'ils Mhm. savent où s'adresser pour être sûr d'être capté, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. d'avoir le message. Et puis, Euh, après, on apprend aussi à se fermer pour pas être constamment sollicité. Moi, je sais que, alors j'ai toujours un bol pas possible, c'est les endroits que je choisis pour vivre, il y a toujours un défunt qui se balade. Celui-là, par exemple, non, non, très têtu, à tel point que, non, non, c'est moi qui ai construit la maison, c'est moi qui reste là. Mais il retenait aussi tous les autres membres de la famille. Donc, je suis arrivée, ah ben, il y a du monde dans le salon, dis donc. hmm, Donc, j'ai vite nettoyé, mais lui, très têtu, est resté. Et donc maintenant, je l'ai calé dans un coin de la pièce. J'ai dit, bah, tu veux rester, bah, tu resteras, mais tu seras entre l'angle et puis la bibliothèque. Mais ok, non, non, et puis ils sont pas agréables pour moi, ces contacts défunts humains, parce que première chose que je vais capter, c'est comment la personne est décédée. ouais. Donc, quand c'est un pendu, j'ai l'impression qu'on me pend aussi. Quand c'est quelqu'un Hmm. qui s'est shooté, bah, j'ai l'impression, ouais, c'est pas agréable. Ouais, physiquement, Ouais. tu le subis. Hmm. Hmm. Par rapport à tes contacts défunts, défunts, pardon, du coup, tu vois, un amalgame, tes contacts animaux, si on revient sur ta pratique un petit peu, peux-tu nous parler de la plus belle expérience et de la plus difficile? Est-ce que tu aurais deux séances qui peuvent être racontées? J'en ai. Alors, je veux dire que ça va regrouper une seule et même séance qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, à la fois la plus belle et la plus difficile. Et il y en a une qui a été très précurseur, aussi dans le sens où elle m'a permis de faire vraiment un bond dans la compréhension de l'au-delà animalier. Donc, j'ai plutôt parlé ouais, de ces deux séances-là. Celle qui m'a permis de faire un bond dans la compréhension de l'au-delà animalier, ça a été une personne que j'avais déjà eue en consultation une première fois, où elle me dit voilà, mon chien voilà, il est prêt à mourir, donc j'aimerais une consultation. Et pendant la consultation, le chien, en mode non, non, je suis en fin de vie, mais je suis pas prêt de partir. Je ne lâche pas. Dis-le à ma gardienne, elle saura quoi faire, etc. Et donc 6 mois plus tard, on refait un point là aussi, parce qu'elle me dit ouais mais là il se dégrade vraiment, il peut même plus marcher tout seul. Et l'animal hyper content de me dire ah j'adore découvrir comment. Alors parce qu'il faut bien faire le distinguo, je fais la parenthèse, mais il faut bien faire le distinguo entre beaucoup de communicateurs animaliers qui font de conscience à conscience et moi et d'autres qui faisons d'âme à âme. C'est-à-dire que l'âme de l'animal
elle est là vraiment dans le but d'apprendre. La conscience va plus être là parfois dans l'optique d'être heureux ou heureuse. Mais il y a un petit peu ce distinguo que je fais, et moi j'aime bien faire justement d'âme à âme, parce qu'il y a plus de filtre, il n'y a plus d'attente, et on n'a que du brut. Et là, l'âme du chien me dit « Ah non, mais j'adore découvrir ce qui se passe dans mon corps quand les organes ça me nuise, et lâche petit à petit. » Enfin, vraiment un discours, mais où je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et il me dit « Non, mais je suis pas prêt à partir. » Et en fait, l'animal a tenu comme ça 9 mois, où elle le promenait en landau. Alors j'avais de temps en temps la petite photo qu'elle m'envoyait. Là, on est aux falaises d'Étretat, et puis donc t'avais le petit panorama. Et un jour, parce qu'elle avait vraiment peur de louper le coche, et je lui ai dit « Non, mais t'inquiète pas, quand l'animal sera prêt à partir, quand ton chien il sera prêt à partir, tu le sauras. Tu auras l'évidence qui va se manifester. » Et donc un soir, elle m'envoie un mail, elle me dit « Écoute, là, je sens que c'est le moment pour lui de partir. Est-ce que tu peux te mettre à disposition pour l'aider et l'accompagner ?» Et là, je me dis, alors j'adore les challenges, super, mais en même temps, je me dis, oui, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis en même temps, je voyais l'heure, je me disais, mince, c'était une journée où il y avait une éclipse qui était prévue, et avec une méditation, un appel à la méditation mondiale qui était lancé aussi, auquel je m'étais calée de pouvoir y participer. Donc je me dis, je fais quoi, je choisis quoi? Et puis bon, au final, voilà, c'est le chien qui a primé, parce qu'au moment où je ferme tout et je me mets prête pour la méditation collective, en fait, je vois le chien qui arrive, vraiment en mode transparent, translucide. Et je me dis, bon, ok, il vient me chercher, c'est le moment. Donc, je commence à me mettre en état comme pour une communication. Tout de suite, je me retrouve avec lui. Et puis, voilà, dans la pièce où il est. Donc, j'ai plusieurs éléments qui viennent. Que je transmets après à la gardienne. Et puis, on fait tout le cheminement, justement, jusque là-haut, où il me montre un peu ce qu'il en est, etc. Et ça a été vraiment, pour moi, un énorme cadeau qu'il m'a fait, parce que toute cette partie-là, je n'y avais pas accès avant. Avant, même quand j'arrivais de l'autre côté et que les âmes étaient, on va dire, fraîchement arrivées, il y a un délai à peu près de 7 jours, les 7 premiers jours où j'ai pas accès à l'âme de l'animal. Et du coup, ce que je voyais, c'était comme une porte avec un hublot. Et le hublot, en fait, je voyais de la lumière verte, mais c'est tout. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir voir de l'autre côté comment ça se passait. Et quand je lui ai transmis tous les éléments, il y avait des trucs là aussi qui sortaient de l'ordinaire par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'une fin de vie vraiment pour un animal quand le véto vient à domicile. Parce qu'elle m'avait dit, il va passer soit ce soir après les consultations, soit demain matin avant ses prochaines consultations, mais on ne sait pas quand exactement. Et donc je lui dis, voilà, pour moi, en tout cas, ça vient de se finir. Et elle me dit, oui, au niveau timing, c'est bon. Donc je me dis déjà ça, on est pas mal. Et puis après, on a vraiment bien débriefé par téléphone le lendemain ou le surlendemain quand l'émotion était passée pour elle. Et elle me dit, mais tous les éléments que tu as vus, effectivement, la calvitie du véto, le petit collier que j'ai mis avec mon chien, la housse mortuaire, j'en voulais pas, donc je lui ai donné un sac de voyage. Donc effectivement, les couleurs concordent, etc. Donc tout ça étant validé, j'ai émis l'hypothèse que ce qui venait après pouvait l'être aussi. Bien sûr. Ouais, oui, donc ça a été, ça m'a permis d'ouvrir une porte supplémentaire. Et pour la plus belle et plus difficile expérience, ça a été il y a moins d'un an. C'est une jeune femme qui, avec son compagnon, m'ont contacté. Ils étaient sur le continent africain. Et en fait, pour la petite histoire, ils avaient choisi vraiment, c'était un choix de leur part, parce qu'ils étaient dans tout ce qui était réserve sauvage, etc. Et donc, ils avaient recueilli un petit lionceau. Et le lionceau, en fait, je crois que c'est le gouvernement ou l'État en fait dans lequel ils étaient, qui se sont rendus compte qu'ils l'avaient recueilli et qui avaient dit non, vous n'avez pas le droit de le garder parce que vous n'avez pas de structure adaptée. Donc
L'option qu'on vous transmet, c'est on va venir le chercher ou il faut venir nous le donner et on va l'enfermer dans un petit enclos au zoo de tel endroit. Et ils m'ont contacté en disant mais le zoo, on sait comment il est et ça aurait été une vie de maltraitance parce que genre une petite cage de 2 mètres sur 3 tout le temps, ils ne voulaient pas cette vie-là pour lui. Et donc, ils ont fait le choix de l'euthanasier, alors qu'il était vraiment encore tout jeune, en pleine santé. Enfin, il n'y avait pas de logique. Mais ils ont dit, on ne veut pas lui imposer une vie comme ça. Et donc, à la fois beau et difficile, parce qu'en plus de ça, à un moment donné, le lionceau lui dit à la femme, il transmet l'info, il dit, mais tu sais, j'adore, parce qu'elle, c'était, est-ce que est-ce qu'il me pardonne? Est-ce qu'il nous pardonne de ça? Parce qu'en plus, c'était un peu glauque. Ils avaient fait ça avec les moyens du bord. Donc, c'était pas comme chez le vétérinaire où on endort et puis ça se fait proprement. C'était un peu, on va dire, un peu carnage, quoi. Et il dit, mais si, bien sûr, je pardonne. Et j'aime beaucoup, hein, vraiment, j'aime beaucoup l'idée du tatouage que tu veux te faire de moi. Et là, elle tombe en pleurs parce que elle me dit, mais ouais, j'ai ça en tête de me faire un tatouage à son effigie. Et du coup, en fait, après, il y a eu plein de messages aussi sur ce qu'il lui conseillait de faire par la suite, lui dire, allez, lâche pas ton projet, je suis derrière, j'y crois, ça va être bien pour d'autres après moi, etc. Alors moi, ça me parlait pas du tout. J'avais l'impression que je déchiffrais euh, tout un livre, mais qui n'était pas pour moi. Et en fait, c'est ça aussi la beauté de ce rôle-là, c'est que on comprend pas forcément ce qu'on transmet, mais en tout cas, ça parle vraiment à l'autre personne au bout du fil. Et pour justement, pour aller dans dans la suite là, quand tu vois les personnes, en fait, qu'est-ce qu'elles viennent chercher quand elles viennent te voir? Tu vois, comme tu disais, elles venaient chercher le pardon. Et voilà, qu'est-ce que tu constates, toi, par rapport à à ces séances, ces consultants? Ils veulent quoi? Ils veulent savoir où est l'animal? Quelle est l'attente du gardien? Souvent, il y a deux attentes. La première, c'est est-ce qu'il va bien? Effectivement, est-ce Ouais. qu'il va bien? Alors, ce qui sous-entend aussi où est-ce qu'est son âme? Est-ce que il est content de là où il est maintenant? Si le corps est enterré ou incinéré? Enfin, alors que ça, en vrai, l'âme de l'animal, elle n'est pas rattachée à une urne ou elle n'est pas rattachée à un endroit dans le cimetière. Donc, souvent, ils laissent vraiment carte blanche à leur gardien pour que ça les apaise eux et pas l'âme, parce que l'âme, elle est OK. Et puis le deuxième point, c'est tout ce qui est culpabilité. Parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien avoir quelqu'un à blâmer. Et souvent, quand c'est notre animal qui part, on n'a personne à blâmer si ce n'est nous, si ce n'est nous-mêmes. Donc de se dire mince, j'ai pas vu qu'il allait pas bien assez tôt, ou j'ai pas pris la décision quand il fallait, ou j'étais pas là quand il est parti. Donc finalement, on s'auto-flagelle beaucoup pour le décès de notre animal. Et alors, ça enlève pas forcément toute la culpabilité au moment où on raccroche, mais en tout cas, je sais que ça aide beaucoup et ça l'enlève au moins un petit peu. Ça facilite le deuil pour toi? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais, ouais, je le vois et de plus en plus parce que là, il y a vraiment un tournant là depuis 2 ans que je sens où alors, je pense que c'est lié aussi parce que l'humain s'éveille et donc se raccroche plus à tout ce qui est spiritualité. On s'ouvre plus à ce qu'il peut y avoir après. Et du coup, en fait, les animaux arrivent à avoir une approche plus large aussi. Et où on se dit, bah oui, j'avais des émotions très fortes pour mon animal, je les assume, même si ça ne trouve pas écho encore complètement dans notre société à l'heure actuelle, mais je l'assume. Et du coup, ça permet d'avoir accès à des communications animales avec l'animal défunt et d'aider justement un petit peu au deuil par ce biais-là. Alors qu'avant, c'était caché sous le tapis C'est ça. et on restait avec notre peine et puis on se débrouille. Oui, j'en avais déjà parlé dans un épisode où on a vraiment des deuils qui sont encore, même si ça change, comme tu le dis, hiérarchisés. Perdre un animal, c'est le moins, on va dire, celui qui est au plus bas de l'échelle, en fait. Perdre un enfant, ça serait tout en haut de l'échelle, et après, il y a toute une hiérarchie des deuils qu'on peut avoir. Et en parlant de deuil, une question que je me suis posée, c'est comment ça se passe le deuil chez un animal,
en fait. Je sais pas si tu as eu l'occasion, mais un animal qui perçoit un autre animal qui faisait partie de la famille ou son gardien, est-ce que tu as déjà eu des échanges pour savoir comment l'animal vit le deuil? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de généralité, c'est vraiment chaque animal va vivre le deuil à sa manière. Je dirais déjà, tout dépend si l'animal, tout comme nous en tant qu'humains, il y a des humains qui sont médiums, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Les animaux, c'est pareil. Par exemple, les chats, eux, sont globalement tous médiums, donc ils ont plus de facilité à vivre le deuil ou le départ d'un animal parce qu'ils voient ce qui se passe de l'autre côté. Donc ils voient concrètement l'âme de l'autre animal qui revient faire un petit coucou ou un tour de piste avant de partir, ou qui au contraire va rester là tout le temps. Donc il voit tout ça et il se rend bien compte que l'animal en question, il va flotter H24 et pas marcher comme avant ou courir comme avant. Je me rappelle même, il y avait un chat comme ça qui voyait son ancien copain chat et il disait oui mais c'est pas drôle de jouer avec lui parce que quand je le course, lui il traverse les murs ou il traverse les portes. Bon, Il triche. oui voilà. Donc pour les chats c'est plus facile, pour les chiens non, parce que justement quand on a cette habitude d'emmener notre animal chez le vétérinaire pour le faire partir, bah, en fait le chien qui est accompagnant, lui va plutôt rester à la maison, il va attendre de voir tout le monde revenir et puis il se dit bah mince, il en manque un, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a toujours ce côté où il y a à peu près une quinzaine de jours pendant lesquels l'animal est un peu abattu, de se dire bah, je ne sais pas ce qui s'est passé ou je ne suis pas sûre de bien comprendre. Voilà, on me dit des choses, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je le reverrai? Est-ce qu'il va repasser ou pas? J'ai vécu à titre personnel ce genre de choses, tu vois, j'avais 2 chiens et il y en a un donc qui a dû partir, on l'a emmené effectivement chez le vétérinaire et on est rentré sans lui. Celui qui était resté à la maison, effectivement, ben, le cherchait. Il l'a cherché vraiment pendant longtemps et 3 mois après, c'est lui qui est parti. Donc j'ai cette sensation où le deuil, ben, finalement, il s'est laissé partir en fait pour le. Or, je ne savais pas comment on aurait pu lui expliquer, tu vois, j'avais pas cette conscience ni cette façon de voir les choses pour expliquer un animal. Je ne sais pas si on peut expliquer avec des mots, si effectivement le chien peut comprendre. Et en même temps, j'ai vu des expériences où le chien avait l'air de fixer comme les chats des points, ils ont l'air de fixer dans le vide et donc de voir quand même quelque chose. Donc voilà, je me dis peut-être que voilà, pour mon cas, mon chien n'avait pas cette conscience-là, peut-être, cette ouverture-là, mais d'autres chiens ou d'autres animaux peuvent peut-être voir comme tu dis, leurs copains ailleurs, et d'autres ont l'air effrayés aussi. Il y a quand même des animaux qui ont l'air effrayés sur certaines visites de l'invisible, je ne sais pas. Oui, C'est encore des questions. mais comme tu dis, en fait, tout dépend si l'animal il perçoit l'autre côté ou pas. Ouais. Et des fois, il suffit que le lieu soit hyper chargé et c'est pas que le copain défunt qu'il perçoit, mais c'est d'autres trucs aussi. Il se dit sauf qu'il peut, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que, voilà, je reviens à la suite par rapport à ta pratique, justement, tous ces contacts que tu as eus, toute cette expérience avec les gardiens, avec les animaux, est-ce que tout ça, ça a changé ton rapport à la mort? Est-ce que tout ça, pour toi, euh, la mort a changé, a évolué par rapport à l'enfance? Je dirais que ça l'a confirmé, que Ok. mon rapport à la mort s'est fait plutôt avec mes expériences que j'ai pu avoir. Bon, il y avait déjà eu effectivement au moins cette sortie de corps quand j'étais toute petite. Après, il y a eu une noyade aussi quand j'étais un peu plus grande. Bon, enfin voilà, c'est pas agréable. Je conseille pas de mourir en noyade. C'est vraiment changer. C'est pas le meilleur truc à faire. Il y a eu plusieurs fois comme ça où clairement j'ai frôlé la mort de près, très très près. Ok. Donc merci à mes guides parce que sans ça, oui, je serais plus là. Euh, et, euh, et du coup, j'ai zappé la question. Ah oui, mon rapport à Ah, la mort. Et du coup, en fait, ça m'a plutôt confirmé que, à mon sens, la mort est quelque chose de doux. La mort, j'ai même un tatouage qui représente une petite mort parce que
pour moi, c'est quelque chose de doux, d'enveloppant, d'accompagnant. C'est-à-dire que ici, et c'est une discussion que je suis ravie d'avoir pu avoir avec mon oncle sur son lit de mort, parce qu'il s'inquiétait énormément de passer de l'autre côté, alors que c'était un type génial, parce qu'il avait été pompier au sapeur-pompier de Paris, et puis à sa retraite, il avait pris la décision d'être, je ne sais plus dans les ambulances, mais c'est ceux qui vont amener le matériel chez les personnes, que ce soit les bouteilles d'oxygène, etc. Et bon, il me faisait quelques confessions où il me disait, voilà, ça, j'ai fait ça, mais c'est pas légal. Enfin, en gros, d'avoir accompagné certaines personnes à partir pour leur éviter des souffrances. Et il dit, oh là là, mais j'ai un peu peur de l'après, est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis je vais peut-être finir avec le petit diablotin au derrière. Et je dis, mais et si c'était l'enfer ici? Et si là, quand tu es vivant, c'est l'enfer, et que là-haut, ça sera mieux? Et là, en fait, ça a ouvert une porte pour lui aussi. Et bon, je sais que maintenant, il est là-haut, il est bien. Mais je pense vraiment que j'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'ici c'est l'enfer, quoique, mais en tout cas c'est une école qui est très très rude, ça c'est sûr. Et je connais beaucoup de médiums qui sont raccord avec cette idée-là que notre vraie maison, notre vrai repère, notre centre du cœur, c'est là-haut, et que ici on est là pour apprendre. Mais alors, qu'est-ce qu'on en chie, hein? Excuse-moi l'expression, mais mais c'est gratiné. On est éprouvé en fait par la vie en fait. Hein. C'est ça, comme tu dis, on apprend par en général ce qui est difficile en fait. On apprend par des choses qui sont éprouvantes. Oui. Et d'autant plus que je suis persuadée qu'on a choisi nous-mêmes ce que l'on vit. Donc je me dis, mais Anne-Laure, t'as dû regarder que le recto et t'as pas regardé le verso en fait de ton contrat. Bon, donc voilà, il y a des petites lignes qui sont pas sympas non plus, mais c'est ce qui fait, à mon sens, j'en discutais avec il y a pas longtemps par mail, et puis à la fin il m'a dit, oh là, on arrête parce que je pourrais discuter avec vous pendant des heures. Et en fait, je pense que toutes ces blessures qui nous martèlent durant notre vie fait que oui, ça nous brise un peu, mais c'est ce qui fait rentrer justement les informations, ou ce qui fait rentrer la lumière, et qu'on est capable de percevoir plus. Parce que celui qui est né avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche et que tout va bien dans sa vie, en général, il n'a pas ce genre de capacité-là parce qu'il reste formaté. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est la souffrance qui nous ouvre en fait. Et parce qu'en fait, on lâche le mental et on ouvre. Le cœur est tellement à vif. On a notre cœur à vif qui fait que ça devient une éponge. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent plus fortement les choses. Et après, soit on s'en sert pour grandir, soit on s'en sert pour souffrir tout le temps sans vraiment comprendre. C'est un choix ensuite. Et si justement on parlait de leçon de vie, est-ce que tu as une leçon de vie que ta pratique t'a permis de trouver? Quelle est la leçon de vie que tu peux sortir de tout ça? Alors, moi, ma leçon de vie générale, je sais que c'est la résilience. Ça, je l'ai bien comprise. J'en mange matin, midi et soir, tout va bien. Mais avec les animaux, il y a vraiment ce côté d'amour pur. C'est-à-dire de ne pas fonctionner avec de l'ego, mais d'être que dans l'amour pur. Et c'est ça ce que je trouve beau avec eux, c'est qu'ils sont sans filtre. Et il n'y a pas d'attente. C'est vient ce qui doit venir. Si ça doit être, tant mieux. Si ça doit pas être, tant pis. On passe à autre chose. Mais ils vont pas être dans une. Il n'y a pas de notion de conflit. Pour eux, c'est j'accueille. Même si c'est pas agréable, j'accueille avec amour. Et puis j'en tirerai une leçon après. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes là qui écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de tout ça? De tout ce que tu as pu nous raconter? Qui peuvent revoir la vidéo dès le début s'ils n'ont pas tout suivi. Vous avez compris. Quoi retenir? Moi, il y a deux choses que j'aimerais, que je souhaiterais, mais
c'est pas des directives que je donne, c'est plutôt un espoir que j'ai. Le premier, c'est qu'on arrive en tant qu'humain à lâcher de plus en plus notre ego et à être comme eux dans le cœur, dans l'unité, en fait, parce que on est dans un monde de dualité. Oui, mais je pense que notre dualité première, c'est le cœur versus l'ego, le mental. Et les animaux n'ont pas forcément ce mental-là, donc eux, ils restent dans l'unité, même s'ils sont incarnés. Et en fait, j'espère qu'un jour, l'humain retrouvera cette unité de ne se connecter que au cœur et non pas à l'ego. Et le deuxième point, c'est j'adorerais qu'il puisse se faire, je ne sais pas comment, parce que ce serait un peu borderline niveau déontologie, mais que chacun de son vivant puisse avoir accès au moins 1-2 minutes à l'au-delà pour voir un peu ce qu'il en est en mode touriste, hein, très bête, mais et de revenir évidemment quand même. C'est pour ça que je dis c'est un peu border comme truc, mais parce qu'on en aurait déjà d'une part beaucoup moins peur de se rendre compte à quel point l'autre côté c'est vivant. Enfin, quand j'essaye de le décrire et que je dis parfois aux personnes, mais il y a des couleurs qui n'existent pas, qui sont des couleurs vivantes. Mais c'est quoi comme couleur vivante? Là, ça n'existe pas, donc je peux pas donner un comparatif. Il n'y a pas de mots. Mais je vois des brins d'herbe qui pulsent de lumière tellement ça vibre, et c'est pas une couleur de notre champ de couleurs classique. Donc déjà, on se rendrait compte à quel point c'est beau, à quel point tout va bien, et on verrait aussi qu'on est capable de retrouver les personnes et les animaux y compris que l'on a aimés et qui sont de l'autre côté. Merci beaucoup pour tout ce partage. Et si on veut continuer à t'écouter, si on veut continuer à te suivre, quels sont aujourd'hui ton actualité, tes projets, pour qu'on puisse un petit peu... Oui, alors la plupart des nouvelles, là maintenant, je suis sur Instagram. J'essaye de me tenir en mode un peu Jones. J'ai beaucoup de mal, alors je comprends. J'étais plus génération Facebook avant, et en fait je vois qu'effectivement c'est en train de tomber un peu en désuétude, donc voilà, je me mets de gré ou de force, mais à Instagram. Donc je sais plus exactement, je crois que ça doit être Anne-Laure Homme Animal aussi. Mais je mettrai, tu me donneras des choses Oui, que je mettrai dans la description comme ça. ça marche. Donc Instagram, et puis après sur YouTube, alors c'est pas forcément régulier parce que pendant un moment je faisais régulièrement des lives où je mettais des vidéos, et en fait j'ai pas envie de tomber en burn-out médiatique, voilà, parce que c'est pas mon corps de métier, donc je me force à être visible, mais si c'est pour être en surdose, non. Donc c'est ponctuel, mais en tout cas voilà, il y a la chaîne YouTube qui existe. Il y a déjà pas mal de petites choses aussi. Et tu fais des salons, des conférences, des choses comme ça? Alors, salon, je suis en train d'arrêter. J'en fais de moins en moins. J'en faisais beaucoup jusqu'à présent. Et là, en fait, j'arrête de plus en plus. Je ne sais même pas si pour la saison 2027-2028, je vais en faire. Mais là, alors, il y a un salon qui est... Attends, il faut que je reprenne. Parce que de tête, je ne sais plus. Je vais mettre ça, hop là. Alors, en salon, j'ai un salon à Champigné qui est du côté d'Angoulême le 5 et 6 septembre. Après, j'ai un autre petit salon sur une journée du côté de Saint-Vincent-de-Tyrosse le 12 septembre. J'ai le gros salon bien-être de Tarbes sur 3 jours, les 25, 26 et 27 septembre. Et après, il y a le fameux salon Écho de l'au-delà où je serais ravie de te retrouver, Marilyn, qui a lieu donc fin octobre, début novembre. C'est sur le week-end de la Toussaint. Et voilà, c'est déjà la grosse activité, mais après, oui, plus beaucoup de salons de prévus. Tu fais donc, tu reçois les personnes en séance individuelle principalement, alors? Alors pour les séances, pour les particuliers, c'est soit à distance par téléphone ou par compte rendu, c'est-à-dire avec la photo, ça marche tout aussi bien. Je ne déplace que pour les structures, donc que ce soit clinique vétérinaire ou refuge, puisque du coup ça permet de caler plusieurs animaux sur une demi-journée ou une journée,
Et au moins, même s'il y en a un qui n'est pas là ou parce que la personne a zappé le rendez-vous, je ne me suis pas déplacée pour rien. D'accord. Ok. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de partager un dernier mot avant de clôturer cette interview? Je dirais à nos amis parisiens de ne pas sous-estimer les pigeons. Parce que quand ils vous font caca dessus, ce n'est pas anodin. Ils ont un humour. Et non, mais c'est vrai, je l'ai remarqué. Voilà, histoire de finir sur une petite anecdote rigolote. Mais j'ai constaté plus d'une fois des pigeons qui venaient se lâcher admirablement bien sur la tête ou sur les vêtements de personnes qui bizarrement en avaient contre les pigeons. Et c'était retour à l'envoyeur. Et vraiment, ne sous-estimez pas ces pigeons. N'oublions pas que fut un temps, ils nous étaient bien utiles pour transmettre quand même des messages en temps de guerre. Des messages, c'est clair. Sur cette anecdote, ce mot de la fin, je te remercie Anne-Laure pour tout ce que tu nous as partagé. J'invite tout le monde à te suivre sur les réseaux, à effectivement peut-être poser des questions encore peut-être plus particulières en commentaire, à partager si vous avez des personnes autour de vous qui ont pu perdre un animal et qui auraient aussi besoin d'être éclairées, d'être soulagées. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre épisode sur la mort autrement. Au revoir. Oui, merci Marilyn. Et oui, n'hésitez pas à liker la chaîne ou les commentaires parce que ça va lui donner un petit coup de boost. À bientôt. À bientôt Marilyn.